Bonsoir. Je veux juste vous raconter l'histoire d'une maison. Une construction que j'ai connue en 1989. La première fois dont j'ai fait connaissance de cette construction, c'était en 89. Nous sommes venus, on a rendu visite, c'était tout un village. Et maman a dit que ce terrain-là vous appartient. Maman a dit que ce terrain-là nous appartient, un grand terrain vaste qui contenait au moins 9 manguiers. Voilà. Et ce jour-là, ils ont planté des bornes. Ils ont creusé, ils ont planté des bornes pour limiter les terrains. Voilà. On est resté, j'étais avec maman, mon oncle et 2 autres oncles. Avec mon petit frère, Mara. Il avait 1 an et quelques. Il était bébé. Il venait à peine de marcher. Voilà. Elle m'a dit que ce terrain-là est à vous. J'étais petite. En ce moment, à l'époque, on était à Bonfils, on était en location. Quelques années après, nous avons déménagé à Taouya. Et de là à Taouya, mes parents se sont démerdés. Ils ont pu construire une petite maison à côté, 3 chambres. Juste 3 chambres. Et salon. Je pense que c'est en 95-16, nous avons déménagé dans cette maison. Voilà. J'avais quel âge? 13 ans. J'avais quel âge? 13 ans? Non, je n'avais pas 13 ans. J'avais 13 ans, quelque chose comme ça. On a déménagé dans cette maison. La maison n'était même pas crépue. Non, c'était crépue, mais c'était pas peint. Il n'y avait pas de la peinture. C'était pas peint. Voilà. Voilà. J'ai grandi dans cette maison. J'ai passé toute ma vie dans cette maison. Mon enfance. C'est là tous les soirs que dans la cour, il n'y avait même pas de clôture à l'époque. Les voisins traversaient notre construction comme ça pour aller chez l'autre voisin. Et c'est là que on se couchait sous les graviers le soir et avec papa. Il nous racontait des contes. Toutes les nuits. Toutes les nuits, mes parents nous racontaient des contes. Et toutes les nuits, je tressais la tête de mon père. Mon papa avait de gros cheveux. Des cheveux longs, touffus, comme afro. Toutes les nuits, je tressais la tête de mon papa. Il s'allongeait sur la natte. Il nous partageait, donnait des tâches à chacun de nous. L'autre prenait ses doigts, l'autre prenait ses orteils. Et moi, je tressais mon père. Et le matin, on se réveille tous. Mon père me dit avant de partir de lui détresser encore. Je détresse mon père le matin. Et chacun on part à l'école. Maman, on va faire son commerce. Et mon père va au travail. Au retour, on vient tous à la maison. Et on trouve que maman a préparé et on mange. Et le soir encore, la même histoire se répète. Et toutes les nuits de mercredi à 23h, si vous avez une bonne mémoire, les gens qui écoutaient Cheikh Fantamadi Camara, le petit frère de Laï Camara qui racontait un conte pour une nuit à 23h, toutes les nuits du mercredi. Oui. Toutes les nuits du mercredi, mon père ne me laissait pas dormir. Il me disait de l'assister. Je lui tenais compagnie. On écoutait les contes. C'est là que j'ai écouté le conte de Marie Sadio. Voilà. Et cette conception, c'est là ma vie. Ma vie s'est passée. Ma vie d'enfance. J'ai eu une enfance très joyeuse. Oui. Parce que mes parents m'ont donné tout ce que j'ai voulu. J'ai eu une enfance très joyeuse. Je n'ai jamais envié mes amis au dehors. Oui.
j'ai toujours fréquenté les écoles de mon choix. J'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu. Bien sûr que mon maman me faisait travailler, me faisait beaucoup travailler, me montrer les tâches ménagères à la maison. Mais j'ai eu tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai voulu dans mon enfance. Voilà. Donc cette conception compte beaucoup pour moi. Cette conception est toute ma vie. Si je me mets à expliquer tout ce que j'ai vécu dans cette conception, je ne finirai pas. Je ne finirai pas de vous expliquer. Nous allons passer tout le mois ici. Parce que cette conception a une grande histoire. Cette conception n'avait que 3 chambres salon. Et aujourd'hui, cette conception a combien de bâtiments? 1, 2, 3, 4 et une mosquée. 5 bâtiments et quelque chose et une mosquée. Oui. En 98, ils sont venus, ils ont cassé des maisons. Ils ont dit que cette zone ne vous appartient pas, c'est la zone du gouvernement. Voilà, ils ont cassé les 90% des maisons et il n'est resté que les 20% dont nous on faisait partie. Donc on est resté dans l'espoir que ils ont fini de récupérer ils sont venus dire qu'ils veulent tracer les routes. Mais que les lieux appartiennent au gouvernement. Voilà. Ils ont cassé des maisons. Après, ils ont arrêté tout d'un coup. Depuis que ces maisons ont été démolies, il n'y a eu aucune réalisation sur ces terrains vides. Il n'y a eu aucun travail. Ces lieux ont été délabrés comme ça. Kaporal est devenu un quartier de banditisme. Kaporal est devenu, on dit, section caillou. Kaporal en début 2000, une femme qui sort de sa maison le matin doit faire son possible de rentrer à la maison à 16 h. Sinon, si elle reste jusqu'à 18 h, le lendemain, son corps sera retrouvé dans la rue. Oui, c'est comme ça que nous avons vécu à Kaporal. Cela s'est passé. Nous étions en manque d'eau, nous étions en manque de courant. Mais tout ça là, on est resté dans ce quartier. Voilà. Et aujourd'hui encore, le même gouvernement est venu expulser les gens de leur maison, soi-disant qu'ils veulent faire les réalisations, auxquelles je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'expulsion des gens de leur maison, parce que ça nous a été dit avant, 22 ans de cela. Et nous sommes restés. S'ils viennent encore dire que les terrains ne vous appartiennent pas, on le savait déjà. Mais la méthode d'expulsion des gens n'a pas été une bonne méthode. Vous ne pouvez pas venir coucher des maisons le lundi, le mardi, et après une semaine, venir casser des maisons. Je veux savoir, le gouvernement guinéen n'a aucune pitié. Même quand tu vas dans la brousse pour couper les arbres, on doit d'abord penser aux animaux qui y vivent dedans. Quand on coupe les arbres ici, quand on brûle, on détruit cette forêt, où iront les animaux? C'est la question que le gouvernement devrait se poser aujourd'hui. Ok, on veut récupérer nos biens. Mais où iront ces gens-là? Et tandis que le gouvernement est censé de protéger la population. Ça veut dire que nous sommes sans pitié. Les enfants, les veuves, les vieux qui sont venus, ils ont implanté leurs racines depuis 30 ans, ils vivent dans une même maison. Et les gens qui vivent du jour au lendemain, c'est des gens qui vivent de leur quotidien. Ça veut dire qu'ils quittent aujourd'hui la maison, ils vont aller vendre les piments et les oignons. Après avoir vendu ces trucs-là, ils achètent les condiments, ils viennent préparer à la maison, donner à manger aux enfants. C'est comme ça que nous vivons à Kaporal. Quand je parle de cette histoire-là, j'ai mal. Parce que certains disent que c'est une affaire de Tini. Ça, c'est pas une affaire de Tini, ça, c'est une affaire étatique. Même si un président Peul était aujourd'hui au pouvoir, il devrait suivre une continuité. L'État est une continuité. Mais la façon dont ces gens-là sont venus expulser les gens de leur maison, sans les dédommager, sans les donner un coup, sans les orienter, ça c'est inhumain. C'est inhumain.
Si vous parlez de politique, de parti politique, il n'y a pas un partisan aujourd'hui d'RPG comme mon père. Oui, moi je me déclare RPGiste, mon père est RPGiste, toute ma famille est RPGiste. Si je parle de mon père et de mon grand-père Elhadji Biama, qui a été RPGiste de premier jour jusqu'à son dernier souffle, il a été RPGiste. Il est parti jusqu'à donner le nom de son dernier fils Alpha Condé. Et aujourd'hui, il a 2 de ses enfants qui perdent leur maison dans cette zone de Caprorail. Donc moi, je veux juste dire aux gens que cette histoire, c'est pas une histoire de politique. C'est pas une histoire de parti politique. C'est pas une histoire d'ethnie. C'est une histoire de sans pitié. C'est parce qu'ils n'ont pas pitié. S'ils avaient vraiment la pitié dans leur cœur, ils auraient dû bien réfléchir, chercher des moyens, venir discuter avec les gens, en parler, donner des dates préalables aux gens, au moins 3, 4 mois, ou bien voire même 6 mois. Et après, ils pourront venir démolir les maisons. Mais venir cocher les maisons le mardi et casser les maisons le lundi qui a suivi ça, ça c'est inhumain. Vous n'avez pas appliqué la bonne méthode. Je ne voulais pas faire de vidéo, je ne voulais vraiment pas faire de commentaires sur cette partie, sur cette démolition, vraiment. Mais à ce point-là, il faudrait qu'on parle au gouvernement. Ce qu'ils font là, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas la bonne méthode, vraiment. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une bonne méthode. Les gens là vont partir où? Les gens qui vivent de leur quotidien vont partir où? Hein? Ils vont partir où? Les habitants de Caprorail, peut-être les 97%. Les 97% n'ont pas où partir. Les 3% de ces habitants-là qui ont des maisons à côté où aller. Mais les 97% sont là, ils sont affolés dans leur tête, ils sont désespérés, ils sont même... Peut-être que certains même vont piquer crise parce que depuis toute la journée, je ne fais que pleurer. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois les publications des gens, je vois les gens pleurer, je vois les vieilles personnes en train de pleurer de... Il faut revoir cette situation. Il faut revoir cette situation, monsieur le ministre de l'Habitat. C'est pas ministre de quoi, monsieur le président. Il faut revoir cette situation. On a besoin de vous. Il faut revoir cette situation. Il faut revoir cette situation. Il ne faut pas mettre les gens dans les rues comme ça. Vous êtes censés de nous protéger. Il faut revoir cette méthode. Votre méthode n'a pas été bonne. C'est pas une bonne méthode. Merci.